Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous avons le plaisir de recevoir ici sur ce plateau des hommes politiques pour analyser, commenter, décrypter les faits saillants et marquer l'actualité de la semaine. Au milieu donc de ce numéro, nous allons évoquer donc l'adresse à la nation du chef de l'État qu'il a prononcée le 3 avril dernier, lors donc à l'occasion de la fête de l'indépendance, le 58e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale. Un discours donc plein de promesses, mais qui, selon certains, en tout cas, a laissé beaucoup de zones d'ombre ou bien beaucoup de zones de non-dits, surtout donc à la veille de cette élection présidentielle de 2019. Beaucoup s'attendaient quand même à ce qu'il aborde des questions aussi importantes que le processus électoral, notamment la question du parrainage. Mais malheureusement, le président n'a pas jugé utile d'en parler. Peut-être que, comme le disent certains, il avait d'autres priorités à expliquer aux Sénégalais. Nous allons aussi donc rester dans ce sillage donc du processus électoral pour aborder donc la tension politique ou bien la situation politique qui prévaut actuellement au Sénégal, avec notamment cette menace de l'opposition de descendre dans la rue pour s'opposer au vote donc de la loi sur le parrainage, avec aussi le verdict du procès du maire de Dakar qui est emprisonné à 5 ans de prison ferme, et aussi l'arrestation d'un de ses amis, d'un de ses bras droits, le maire de Dakar-Sacré-Cœur, M. Barthélémy. À l'heure où nous parlons, il est en train donc d'attendre son sort parce que déjà le procureur a requis 2 ans de prison contre Barthélémy Diaz. Alors tout cela donc semble en tout cas la tension, on sent que la tension monte au niveau du front social. Il y a aussi les enseignants qui sont dans la rue, en tout cas le front social est en évolution. Tout cela donc nous allons donc écouter nos 2 invités que nous avons donc sur ce plateau pour décrypter ces faits que je viens de décrire. Il s'agit donc de M. Ngouda Dione. Il est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, membre aussi de la Fédération nationale des cadres libéraux. Il est aussi membre du secrétariat national du PDS. M. Dione, bonsoir. Bonsoir, M. Diop. Alors, avec vous, sur ce plateau, nous avons M. Tabouré Agne. Il est conseiller municipal à la mairie de Pikine-Est. Il est président de la commission des finances de cette mairie. Il est aussi cadre de l'APR. M. Agne, bonsoir. Bonsoir. Alors, je commence par vous, M. John. Alors, vous avez écouté le chef de l'État le 3 avril. Alors, est-ce que vous avez entendu tout ce que vous vouliez entendre ce jour-là? Merci, M. Diop. Permettez-moi tout d'abord, au lendemain de cet anniversaire, de féliciter tous les Sénégalais parce que c'est la fête de l'acquisition de leur souveraineté nationale, de féliciter et saluer notre leader, Maître Abdoulaye Wade, et son adjoint Omar Sarr, de féliciter, remercier et souhaiter tout ce qu'il y a de mieux pour 2019 pour notre candidat Karim Wade, de saluer l'ensemble des militants et militantes du PDS de Golfe Sud et aussi mes camarades conseillers de la commune de Golfe Sud. Maintenant, si nous analysons le discours du président de la République à l'occasion de la fête de l'indépendance, ceux qui ont chronométré ont dit que c'est 14-15 minutes. Mais le Front social, les populations du Sénégal et les partis politiques, je pense ce qu'ils attendaient du président de la République, c'est qu'il parle de ce Front social, des problèmes. On nous a dit que nous avons un taux de croissance de 7,1%. De l'aéroport Léopold Sédar Senghor jusqu'à Thiès, ou Diamniadio, on bifurque vers Saint-Louis, Richard Toll, Dagana, Podor, Ourossogui, jusqu'à Matam. Et si on fait l'autre qui est à droite, en allant jusqu'à Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, jusqu'à Kidira, même chose vers le sud, Bignona, Ziguinchor, Oussouye, jusqu'à Cap Skirring, on ne peut pas voir cela. Il nous a parlé un peu aussi pour montrer qu'il travaille du PUDC. Georges, il me semble, vous êtes de Ndiaganiao. Il n'y a pas un seul village du département de Mbour qui a besoin qu'on lui fasse un forage. Ils ont tout ce qu'il faut depuis 2005-2006. Ici, à Noto, dans les montagnes, à l'intérieur des montagnes du Djobas, on a creusé 12 à 14 forages
avec un bassin, je pense qu'il n'y en a pas un de pareil en Afrique de l'Ouest, avec des motopompes d'une puissance exceptionnelle qui irriguent 4 régions du Sénégal. Quand vous prenez à partir de Noto, Ngola, Pout, Tasset, Bambey, Fayla, Senghara, jusqu'à Ndiosmoun, Tchadjaï, Fimla, Sambadia, c'est ces forages qui irriguent l'ensemble de ces contrées. Vous bifurquez par Ndiaganiao, vous passez par Fissel, vous passez par Ndiayen Sira, Khombol, Diag, Bourouaï, jusqu'au Loré de la région de Diourbel, vous avez encore ces forages qui irriguent l'ensemble de ces contrées. Et ce n'est pas seulement des forages, c'est des robinets jusqu'aux concessions. Et ça, c'est à l'actif de qui? De Maître Ablaye. Je vous ai dit, ça a été fait en 2005-2006. 2015, si vous vous rappelez, l'Observateur, le journal, a sorti un article où l'Union européenne faisait le mea culpa. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Dans les projets du PEPAM et autres types de projets de ce genre, il y avait la modalité d'organisation du ravitaillement en eau des populations rurales sur lequel l'Union européenne et Maître Abdoulaye Wade n'étaient pas d'accord et ils ont bloqué leur financement de l'ordre de 30 milliards. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez retenu de ce que... Parce que là, vous êtes en train de refaire le bilan de Maître Wade. Non, ça entre sur ce que Macky a dit. Pour vous dire, non, Monsieur Diop, vous avez entendu, chaque fois qu'on parle avec un APR, il dit PIDC, etc. Alors que tout ce qu'ils disent, certains même vont jusqu'à dire les villageois qui ont de l'eau. Alors que même Madame Moulin, Madame Forage, lors de Sophie Ndiaye Sissoko, cette lapalissade, non, quand même, c'est de l'enfantillage quelquefois ce qu'ils disent. Le PIDC n'a fait que disloquer ce que le gouvernement de manière concentrée faisait dans plusieurs villages du Sénégal. En 2005-2006, Djende, Djibabouya, Marsassoum, Simbandi Balan, Simbandi Brassou, j'ai fait toutes ces zones jusqu'à, évidemment, la dernière contremasse. J'avais déjà vu en cette époque des lampadaires solaires, en 2005-2006. Donc tous ces villages du Balantokunda et autres, moi-même, on ne m'a pas... J'ai fait tous ces villages. Vous voulez dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Absolument. Non, ce qui est nouveau, c'est qu'ils font les choses de manière très mauvaise. Très mauvaise par rapport à ce qui se faisait. Maintenant, toujours dans le cadre du discours, il a dit, c'est comme d'office, comme vraiment le problème de Macky Sall, c'est qu'il pense que la gouvernance, c'est l'imposition des choses. Les syndicats, les 6 surtout, les principaux syndicats du secondaire et même de l'enseignement, disons, de manière générale, sont allés voir à la suite d'un désaccord avec le Premier ministre, sont allés voir le président de la République. Le président de la République a dit, moi, je peux vous accorder, pour résumer, je peux vous accorder 25 000 francs. Les syndicats ne sont pas encore tombés d'accord. Ils ont dit, nous sommes des envoyés. Nous voulons retourner à la base pour essayer de discuter avec nos mandants et savoir ce que... Le président décide que c'est fait. Alors que rien n'est encore fait. Justement. Les enseignants ne demandent ni 10 000, ni 25 000, ni autre chose. Ils demandent un alignement par rapport à leur père. Absolument. Je reviendrai sur vous à propos d'ailleurs de cette question-là. Alors, M. Tabouré Agne, on reproche au président, lors de ce discours, au-delà de ce qu'a expliqué un peu votre vis-à-vis, on reproche au président d'avoir occulté certaines questions essentielles comme le processus électoral. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle et on n'a pas entendu une seule fois alors expliquer aux Sénégalais pourquoi ce choix du parrainage. Je vous remercie, Georges. Je voulais d'abord saluer mon co-débatteur, M. John, saluer donc tous les téléspectateurs qui nous suivent, particulièrement donc tous les militants de l'APR et plus précisément les militants de Pikine, où je me trouve, où je milite, les militants donc de Pikine Est, évidemment, et mes amis de Saint-Louis, puisque je fais partie des cadres aussi de Saint-Louis, d'APR, donc je suis encore, donc je les salue tous. Je salue également mon coordinateur départemental, M. Abdoulaye Timbo, qui est le coordinateur départemental de l'APR. Alors, cela dit, je voulais d'abord, Georges, avant de répondre à votre question,
donc faire une mention spéciale je les appelle aux héros des MI 17 de Missirah, c'est-à-dire ce sont les sauveurs, les habitants donc, de Missirah qui avaient sauvé donc, lors du crash de l'hélicoptère, si vous vous rappelez. Donc nous avons même au passage, je souhaite bonne guérison parce que nous avons le procureur, madame le proviseur du lycée Ahmed Fall, Annie, donc qui faisait partie des blessés, mais Dieu merci, on vient d'apprendre tout récemment qu'elle s'est rétablie petit à petit. Donc, et là, donc, il faut saluer quand même l'acte du président de la République par rapport d'abord à ça. C'est-à-dire que voilà des héros, moi je les appelle des héros, des gens qui se sont sacrifiés pour venir quand même sauver donc, des gens qui étaient donc vraiment les accidentés, et n'eût été eux, le bilan aurait été donc plus catastrophique que ça. Et je pense qu'il faut saluer donc l'acte du président de la République qui veut donc vraiment les décorer, les amener donc au palais de la République donc pour les féliciter au nom donc de la République. Donc cela dit, donc j'en viens un peu au discours avant de venir aux suggestions donc de M. Dione. Je pense que ce discours quand même, comme vous l'avez dit, mais le discours prend en compte les préoccupations essentielles des Sénégalais. Parce que, vous savez, dans ce pays aussi, vous ne pouvez pas, dans un discours de 14 minutes, vouloir tout y mettre. Ce n'est pas possible. Et j'entends mon ami John qui me dit que il n'a pas parlé, par exemple, vous avez dit du parrainage, du processus électoral, etc., etc. Je pense que pour le parrainage, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est déjà un projet de loi qui a été soumis, donc, qui a été donc, initié par le gouvernement et qui est sur la table de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale va en discuter. Donc, il n'est pas question pour le président de la République d'anticiper sur cette discussion. C'est comme s'il influençait un peu le comportement des députés. Je pense que c'est pour cela nécessairement qu'il ne peut pas en parler. Parce que c'est un projet de loi qui est déjà au niveau de l'Assemblée nationale, qui va être discuté, qui va modifier la Constitution, qui va modifier aussi le code électoral. Donc il n'est pas le président de la République, en tant que chef de gouvernement, chef de l'exécutif, ne peut pas donc anticiper sur ça, donc discuter comme, officiellement. Je pense que ça, c'est d'eux. Mais d'autre part, mon ami disait qu'il n'a pas parlé du social. Mais ce qu'il a parlé, il n'a parlé que du social. Le président de la République, si vous vous rappelez, avait dit que cette année sera une année donc sous le sceau du social. Et si vous voyez le discours, le président a parlé de l'éducation, vous en avez parlé. Vous avez parlé de la santé, de la sécurité, a parlé de l'emploi. Mais tout ça, c'est du social. Donc ne me dites pas que le président de la République n'a pas parlé de social. Concernant, par exemple, l'éducation dont vous avez parlé, mais je pense que le président de la République a montré dans son discours que c'est une préoccupation fondamentale pour lui de régler le problème de l'enseignement. Parce que depuis qu'il a été président de la République, il a fait beaucoup pour l'enseignement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens jugent tout le mandat du président de la République à l'aune seulement des grèves des enseignants. Je pense que quand même, c'est... Il n'y a pas que les vouloir juger, non, quand on fait une analyse objective, c'est-à-dire une analyse globale. Mais vous ne pouvez pas prendre parce que les enseignants sont en grève. Il y a quelques points, parce que parmi ces points, il y a 33 points qui étaient au départ, que les enseignants réclamaient, et parmi ces 33 points, les 28 points ont été réglés. Et ensuite, l'indemnité de logement, qui était le point d'achoppement de ces revendications, a connu une proposition substantielle. Je pense que les syndicats même reconnaissent que depuis 2012, donc les enseignants n'ont pas encore eu une avancée, c'est-à-dire une proposition aussi substantielle que la proposition du président de la République. Mais vous avez entendu quand même des syndicalistes dire que là, le président, je vais citer un leader syndical qui dit que le président a fait hors sujet parce que nous, on ne demande pas une revalorisation de l'indemnité de logement, mais un alignement. Oui, mais je pense que les deux sont liés. C'est-à-dire, à mon avis, je me dis que les deux sont liés parce que vous ne pouvez pas revaloriser. Vous ne pouvez pas régler l'alignement des enseignants sans augmenter les salaires. C'est-à-dire quand on révalorise, on pense qu'on doit augmenter les salaires pour niveler un peu, pour être un peu à niveau avec les autres corps de métier. Je pense que c'est ça. Donc les deux sont liés. Et là, c'est un pas, mais il faut dire que c'est un pas important. C'est-à-dire qu'aussi, il faut reconnaître qu'un énorme effort a été fait. Maintenant, libre aux enseignants maintenant d'apprécier l'acte qui a été fait. Et je pense qu'ils l'apprécieront à la juste mesure parce que c'est des gens quand même très conséquents et très responsables et qui mettent en avant aussi l'intérêt de l'école. Je pense qu'aujourd'hui quand même on a besoin d'une certaine stabilité et je pense qu'on a besoin que les enseignants regagnent les classes et que je pense que aussi, il faut le dire, donc nous en sommes à une année scolaire un peu perturbée, il nous reste 2 mois. Je pense que tout un chacun a intérêt donc que les enseignants regagnent les classes. Et maintenant, les années prochaines aussi, parce que aussi
aussi, le monde ne s'arrête pas aujourd'hui. Je pense que le mouvement syndical continue. Nous avons aussi d'autres années scolaires qui vont venir. À présent, il y a des acquis. Je pense que maintenant, peut-être que les gens peuvent se battre demain pour d'autres acquis. Justement, alors, M. concernant, allez-y. Oui, je disais toujours concernant l'enseignement, je pense qu'il y a eu d'autres points. Il y a eu, par exemple, en ce qui concerne le code des administrateurs scolaires, c'est des avancées. Et le gouvernement a donné des gages de suivi. Parce que le problème entre les enseignants et le gouvernement, c'est surtout un problème de confiance. Et le président de la République a donné des gages et des garanties que les accords qui seront signés seront suivis de façon très efficace par son gouvernement. Je pense que là aussi, c'est quelque chose à saluer de la part du président qui montre un peu qu'il met l'enseignement au cœur de sa politique. Donc même à part ça, je ne reviendrai pas sur les réalisations parce que déjà M. John faisait un peu le bilan du régime passé. Je ne reviendrai pas sur ça parce que c'est j'en parlerai tout peu. Peut-être je reviendrai un peu sur le PIDC dont il a parlé. Le président de la République, je pense que M. John, mais il faut aussi quand même que nous soyons un peu logiques. Je pense qu'aujourd'hui, sur tout ce que vous aviez dit, si le problème de l'eau était réglé dans le monde rural, si le problème de l'électricité était réglé dans le monde rural, comme vous l'avez dit, je pense que vous ne serez... Non, je pense qu'il n'y aurait pas... Non, il faut quand même, je pense qu'il n'y aurait pas une alternance en 2012. Si ce que vous dites, c'est la réalité, il n'y aurait pas d'alternance en 2012. Parce que si vous aviez un problème de régler le problème de l'électricité, si vous aviez réglé le problème de l'eau, vous aviez tout réglé, nous ne serions pas là à concocter un PUDC pour essayer donc de régler ce problème-là. Je pense que c'est extrêmement important. Il faut reconnaître aussi le mérite des autres. Certes, Maître Abdoulaye Wade, nous reconnaissons qu'il a fait quelque chose. Mais quand même, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Et je pense qu'on nous a laissé beaucoup de problèmes et c'est à nous de régler ça. C'est ça donc, qui a fait que le PUDC aujourd'hui arrive. En tout cas, les gens de village, les villages là où le PUDC, par exemple, parce que le PUDC ne se réduit pas seulement à l'eau, au forage, ne se réduit pas seulement à l'électricité, il y a aussi les pistes rurales. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un programme qui est en train vraiment de connaître un grand succès au niveau du monde rural. Le président de la République aussi a parlé de la santé. Je pense que c'est extrêmement important. Les syndicats des personnels de santé étaient en grève, étaient en mouvement. Et vous voyez, donc finalement, le problème a été réglé. Ça montre aussi quelque part que le président de la République tient beaucoup à ce que la santé puisse fonctionner normalement. Parce qu'à part le CMU, à part tout ce qu'il a fait pour la santé, à part les dialyses gratuites, etc. et tout, donc je ne peux pas citer tout ce qu'il a fait, mais ça montre quelque part que le président de la République quand même se préoccupe vraiment du domaine de la santé. Vous avez la sécurité, vous avez aussi l'ADER, la délégation, l'entrepreneuriat rapide, très bien. Vous êtes d'ailleurs un technicien, un professionnel. Donc vous savez que l'ADER aujourd'hui, c'est un concept, c'est une idée extrêmement intéressante et qui contribue aujourd'hui à résorber le chômage. Le chômage aussi bien des jeunes que des femmes. C'est extrêmement important. Il y a action et badigeonnage. Non, attends, vous savez, l'ADER est affilié aussi à ce que l'on appelle aujourd'hui école formation et entreprise. Je pense que là aussi vous en connaissez parce que vous êtes un technicien informateur, vous savez qu'aujourd'hui c'est une mission extrêmement importante qui permet à 25 000 jeunes aujourd'hui de trouver, de travailler, c'est-à-dire en même temps que ces jeunes se forment, ces jeunes pourront en même temps faire des stages et travailler dans une entreprise. Est-ce que vous voyez? Et en plus de ça aussi, le président de la République a décidé que ces jeunes, chaque jeune va bénéficier d'une bourse, je parle de bourse, mais d'une allocation de 40 000 francs. Donc je pense que c'est un partenariat public-privé très intéressant qui permet de résorber quand même le chômage. C'est pourquoi j'ai dit ça a été vraiment un discours, parce que c'est là où les Sénégalais l'attendent. Les Sénégalais attendent plus le président de la République sur l'éducation, la santé, sur l'emploi des jeunes, sur la sécurité, que sur des problèmes de politique qui n'intéressent que le monde politique. Voilà, merci. Donc, Monsieur John, il faut reconnaître quand même que le président a posé certains actes, notamment il a cité les agents de la santé, il a parlé aussi de l'éducation avec les propositions qu'il a faites aux enseignants, en tout cas de revaloriser l'indemnité de logement à 25 000 francs. Merci, Monsieur Diop. Je pense qu'il y avait un plateau à la RTS. Il y avait évidemment la RTS vraiment est devenue une télévision bizarre. Dans le plateau, autour du plateau, il y avait 5 pro-partis, un de Réumi et un du PDS, plus un professeur vraiment qui est un véritable professeur parce qu'il a voulu faire des analyses. Il n'était pas partisan. Ousmane Khouma. Quand vous écoutez Ousmane Khouma,
Non, Ousmane Khouma. Okay. C'est différent d'Ousmane Sène. C'est Ousmane Sène qui est partisan. Ousmane Khouma a été véritablement Ousmane Sène, c'était comme n'importe qui. Vraiment, on ne sait même pas en quoi on pouvait dire que c'est un analyste qu'on a amené là-bas. Parce que tout ce qu'il dit, n'importe quel vendeur de Sandaga pouvait le dire. Donc, ce n'était pas ça le problème. Le seul qui, quand tu l'entends parler, tu sois d'accord ou pas, tu sais que voilà un professeur qui fait une analyse politique. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand ils ont voulu montrer voilà ce que le président a dit, il a dit, écoutez, vous parlez des professeurs, vous parlez de la santé, dites, qu'est-ce qu'il y avait à l'arrivée de Wade? Et vous saurez ce qu'il a fait. Quand Wade arrivait, moi je suis allé au centre ici à Grand-Yoff, Nabil Chouker. Je cherchais un certificat de visite médicale. On m'avait demandé, je pense, 1000 ou 2000. J'ai dit, j'aime quelquefois causer. J'ai causé avec le médecin. Il m'a dit, étant donné que la chose était maintenant devenue ouverte, je pense que c'était en 98 ou 99. Il m'a dit, monsieur John, est-ce que vous savez ce qu'on nous paye? Après 10 ans d'études presque, je lui ai dit non. Il m'a dit 150 000 francs. Quand Wade est venu, il a multiplié par 3 ses salaires. Au niveau de l'université, peut-être par 4 ou 5. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'il a dit, il a dit la santé, le CMU. Tous les hôpitaux du Sénégal, le centre de santé de Cambérène a été fermé à cause d'incapacité de continuer de fonctionner à cause des dettes du CMU. Hôpital principal, vous avez suivi le directeur, qu'est-ce qu'il a dit? Je pense près de 9 milliards. Et on peut le citer dans tous les hôpitaux. On a pris 40 milliards de nos maigres ressources. On a dit bourse familiale. Quand ma grande sœur ou ma tante du village a un problème pour aller soigner son enfant, si le centre de santé Ndiagagna ou autre n'a rien, elle risque de payer une voiture, même si vous l'aviez donnée pour 3 mois, 25 000, il risque de dépenser plus de 25 000. Je pense, pour un programme comme Wade avait commencé à le faire, si on avait pris 40 milliards, je l'ai calculé, à peu près, on peut construire environ 10 hôpitaux de niveau 1 ou niveau 2 par an. 10 hôpitaux de niveau 1 ou niveau 2 par an. Ça veut dire, le résultat sera d'approcher ces structures de santé des populations. Il n'y a pas quelque chose de plus social que cela. Et c'est connu, c'est traçable. Les bourses familiales, à qui on les donne? Comment on les donne? Qui peut tracer cela? Personne. Même celui qui le donne ne sait pas comment il le donne. À plus forte raison, une autre ou une autre structure, autre personne ou une autre structure. Ce qu'on dit n'a rien de politique. C'est très concret et vraiment acceptable par toute personne rationnelle. Avoir de l'argent qui est de l'argent public, faire en sorte que chaque communauté rurale ait un hôpital de niveau 1 pour faire en sorte que tous les types de maladies de certains degrés puissent être soignés dans ces centres, il n'y a rien de politique dans cela. C'est ce qu'ils font qui est politique. C'est pourquoi je vous dis, je n'ai pas dit que Macky Sall n'a pas passé le contraire de ce que j'ai dit. Vous ne m'avez pas suivi. J'ai dit qu'il a parlé de beaucoup de questions sociales. C'est le contraire que j'ai dit. J'ai dit, mais ce qu'il a dit n'a pas de sens. Et ce que vous venez de dire tout à l'heure, vous savez très bien que je ne peux pas le dire. Ça n'a pas de sens. Dire que on a réglé le problème de l'approvisionnement en eau des villages du Sénégal, c'est insensé. Je ne pourrais pas dire une telle chose et je ne peux pas le dire. Ce qu'on a dit, c'est que quand on écoute un gars de l'APR, c'est comme si au Sénégal, il n'a jamais eu de l'eau dans les villages, il n'a jamais eu de poste de santé dans les... Vous-même, vous les écoutez, écoutez-les, et vous dites, ah, les villageois qui ont de l'eau, qui ont ceci, etc. Comme si au Sénégal, il n'y a jamais eu. Je vous ai dit 4 régions du Sénégal, et c'est la même chose quand vous allez dans le sud, que j'ai fait aussi. Vous allez trouver des robinets jusqu'aux concessions. Et ça, c'est fait entre 2005 et 2008. Je n'ai pas dit que tout le Sénégal a été satisfait, ça n'a pas de sens. Parce que c'est ça gouverner.
Maître Abdoulaye Wade va faire des choses, Macky Sall va faire des choses, un autre va venir, va faire des choses. Mais dans le discours de la paix, c'est comme s'ils veulent dire que tous les gouvernements antérieurs n'ont rien fait dans le cadre du ravitaillement en eau des villages. Celui-là, il vient d'un village qui s'appelle Ndiaganyao. Moi, je suis absolument sûr. Il peut citer 40 ou 50 villages, il n'y a pas un seul qui n'a pas d'eau. Je n'ai pas dit avoir de l'eau. De l'eau, ça veut dire avoir un foie. Mais des robinets aux portes des concessions. Et même ceux qui voudront peuvent amener à l'intérieur des concessions. Ça, il sait que ce que je dis, ce n'est pas politique, c'est la réalité. Et ça, vous pouvez l'avoir jusqu'à Ndiayen Sira, jusqu'à Mbalamson, jusqu'à Gagnol, jusqu'à Fissel, etc. et Mboulourten. Donc, c'est une zone extrêmement vaste où, entre 2005 et 2006, tous les villages ont été ravitaillés en eau. Ça, personne ne peut le nier. La RTS peut vérifier ce que je dis en filmant. Et par contre, il va filmer aussi ce qu'on appelle PUDC. Les gens vont se rendre compte du badigeonnage dans beaucoup de choses de ce qu'ils font. Justement. Donc, et maintenant, je termine pour la santé. Quand les professeurs et les médecins, vous avez vu, je pense que c'est un journal, il a dit il y a 39 hôpitaux, 14 sont à Dakar, 8 à Thiès, les 16 dans les autres contrées du Sénégal. Cela montre quoi? Cela montre que le gouvernement ne prend pas les choses en termes de mission. C'est-à-dire, on a élu un président de la République qui a nommé son gouvernement et leur objectif doit être de travailler pour les Sénégalais. Mais eux, ce n'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est de montrer aux Sénégalais des mirages. Des mirages. C'est le problème des mirages dont on parle. Parce que quand Abdoulaye Wade était là, on avait un programme, Khombol, Tchadjaï, Matam, Ranirou, partout vous avez des hôpitaux. Dites-moi un seul hôpital que Macky Sall a construit depuis qu'il est là. Voilà, justement. À plus forte des raisons ce qu'on vous reproche, il faut du badigeonnage. C'est le badigeonnage dont il parle, ou bien en tout cas la multiplication des slogans, la DER qui est devenue maintenant. Beaucoup de projets disparates qui gaspillent notre argent sans efficacité. Voilà. Oui, c'est-à-dire que... Il y a plus de slogans. Alors que le manque d'efficacité, parce que tout est dispersé. Il n'y a pas de slogan, il y a beaucoup de réalisations. Si vous parlez de la DER, je pense que la DER, c'est une initiative qui vient d'être lancée pour compléter ce qui a été fait. C'est-à-dire que, bon, de 2017 à 2018, pour compléter un peu ce qui a été fait. N'oubliez pas que, et je pense que les chiffres le montrent, au niveau de l'emploi, que de 2012 à 2016, il a été prouvé que nous avons à peu près créé 300 et quelques mille emplois. Je pense que personne ne peut le nier, ça c'est les chiffres de la NCD. Donc je pense qu'il faut pas dire que on a attendu à présent pour lancer des slogans. Et non, c'est quelque chose qui vient en complément et pour compléter ce qui était là. Je pense que c'est extrêmement important. Je disais tout à l'heure aussi, et l'initiative, ne le conteste pas, l'initiative par exemple qui consiste à école, éducation, formation, qui consiste à insérer 25 000 jeunes, c'est quelque chose qui est concret, que les gens commencent à vivre. Et les jeunes sont en train de... On ose espérer que ce ne seront pas des jeunes. On n'a pas encore commencé à vivre. Il va démarrer. Ça ne peut pas être uniquement des jeunes de la PR, c'est pour le Sénégal. C'est-à-dire le président de la République ne fonctionne pas comme ça. Vous avez les affaires de la République sont pour la République. Je pense que nous, au niveau de la PERCAM, nous savons faire cette distinction-là entre ce qui est de la République et ce qui est politique. Je pense que c'est extrêmement important. Ce n'est pas pour rien que le président de la République avait lancé le slogan « La patrie avant le parti ». Je pense que c'est extrêmement important. C'est toujours un principe. Vraiment, vous êtes de 5 ans en retard par rapport à votre fonctionnement. Non. Je disais tout à l'heure, lorsque vous parliez des villages et de l'eau, c'est pourquoi je vous ai dit, parce qu'à vous entendre parler, on a l'impression que le problème de l'eau était réglé. Parce que la question que vous posiez, c'est de dire à quoi sert le PUDC. Donc je disais tout à l'heure, vous disiez que je ne vous ai pas écouté. Mais aussi, je pense que vous aussi, vous n'écoutez pas les gens de la PR. Les gens de la PR n'ont jamais dit que M. Abdoulaye Wade n'a jamais fait quelque chose ici. L'État est en continuité. Nous avons trouvé ici des projets que le maître Wade a laissés et nous avons continué ces projets. Nous avons aussi initié donc de nouveaux programmes comme le programme PIDC pour aussi régler le manquant. Je pense que là aussi, il faut le reconnaître. Il faut aussi être objectif sur ce point de vue.
Quant à la santé, comme vous le dites, je pense que la santé aujourd'hui, vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi. C'est-à-dire que les gens de la santé même se disent aujourd'hui qu'ils sont satisfaits par la proposition du président de la République. Le président de la République, ils avaient des revendications à faire, ils l'ont posé sur la table. Et le président de la République les a réglées. Je pense qu'il y avait 7 points qu'il avait posé sur la table, et eux-mêmes reconnaissent qu'ils sont satisfaits. Donc ça veut dire que quand même, vous voyez que le président de la République quand même prend la santé quand même comme une préoccupation fondamentale. Donc ne dites pas que nous n'avons rien fait pour la santé ou nous ne faisons que des slogans. Non, quand même, il ne faut pas le dire. Donc pour les bourses familiales, pour les bourses familiales, je n'ai pas très bien compris ce que vous avez dit, mais pour les 40 milliards, mais je pense que là, l'esprit des bourses familiales, c'est d'accompagner tout simplement cette frange de la population qui a donc des faibles revenus pour les permettre des centres de santé, des postes de santé, leur donner des ambulances, c'est mieux. Mais ça, on le fait chaque jour que Dieu fait. Vous voyez très bien qu'il y a des ambulances qui sont... Il y a des centres de santé, il y a des postes de santé qui sont construits. C'est-à-dire que aussi, mais un État, c'est un tout. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a les bourses familiales, et tout simplement, donc on ne peut pas construire d'ambulances ou de postes. Chaque jour que fait, nous avons quand même une politique de santé. Et la CMU, et qui chaque jour que fait, c'est énorme par rapport aux résultats. 40 milliards, ce que peut faire 40 milliards, c'est énorme. Mais c'est énorme. C'est comme un parce que vous appelez ça gaspiller. Faire du social, aider les femmes, pour qu'ils puissent éduquer leurs enfants, pour qu'ils puissent vacciner leurs enfants. Vous dites que ça, c'est gaspiller de l'argent, quand même. 60% de ceux qui reçoivent les bourses familiales n'en ont pas besoin. Comment ça? Parce qu'ils sont des gens qui ont de l'argent. Mais c'est parce qu'ils en ont besoin que l'on donne. Mais il y a des critères. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y a pas de traçabilité. Oui, mais ça pose problème. Mais c'est de l'argent public. Comment on peut injecter de l'argent pour le prendre et l'utiliser à des fins sociales et qu'il n'y a pas de traçabilité? Vous êtes de il y a une comptabilité publique. Demandez à ceux qui donnent les bourses, quels sont les critères. Demandez-le. Non, je dis la gestion des finances publiques. On ne peut pas prendre des finances publiques, l'injecter dans du social sans qu'il y ait de la traçabilité. La traçabilité, c'est pas possible. Il y a la comptabilité publique qui est là, on est obligé de tracer parce que c'est de l'argent qui sera contrôlé. Je ne parle pas de ça. Je dis, supposons... Parce que vous avez dit qu'il n'y a pas de trace. Parce que quand vous dites qu'il n'y a pas de traçabilité, ça veut dire que ça n'a pas été comptabilisé. Il n'y a pas de trace et qu'on ne peut pas le contrôler. C'est ça que vous voulez dire. On ne peut pas le contrôler. Mais si, mais c'est de l'argent public. Mais l'argent public est toujours contrôlé. Les comptables publics sont là, sont faits pour ça. C'est de l'argent qui sort du trésor, qui a été budgétisé. Donc ne me dites pas que c'est quelque chose qui n'a pas été comptabilisé. Vous êtes de Pikine S. Je suis de Pikine S, oui. Ouais, supposons, dites-moi, quelles sont les personnes qui ont obtenu les bourses familiales à Pikine S? Et dites-nous, quels ont été les critères pour le leur attribuer? Mais il y en a beaucoup. Ce sont les personnes... Ceux qui ont des bourses familiales... À faible revenu. À faible revenu, on l'a dit. C'est-à-dire même des gens qui peuvent acheter des voitures. Non. En tout cas, à Pikine, il n'y en a pas. Parce que moi, je connais des gens qui ont eu des bourses familiales, mais à Pikine, il n'y en a pas. Ça, il n'y en a pas. Parce que aussi, quand on dit... Non, de gros transporteurs... Non. Ça, c'est de la spéculation. Si je nomme, ils peuvent enquêter. Dans des villages très connus, ont reçu des bourses familiales 3 fois. Non, ça, c'est de la spéculation et de la désinformation. C'est de la spéculation et de la désinformation. Moi, je sais que je suis conscient à Pikine. Ceux qui ont ça, c'est les femmes à faible revenu en général. Qu'il n'y a aucune règle qui est suivie dans ces il y a des critères. Mais le problème, même la commission qui se charge de sélectionner les gens qui doivent bénéficier de ces bourses familiales, ce n'est pas les gens de l'APR. Non, c'est les notables, c'est les chefs de quartier, c'est vraiment les notables, c'est les sous-préfets, etc. Il y a une commission administrative qui est mise en place. Non, c'est une commission administrative. Monsieur Agne. Vous savez ce que veut dire notable, non? Mais bien sûr, il y a les chefs de quartier. Je dis qu'il y a les chefs de quartier. C'est des commissions administratives qui cherchent. Ça n'a rien à voir avec la politique. Écoutez-moi maintenant, M. Agne. Alors, là, vous avez parlé des bourses familiales. Peut-être qu'il y a eu des lacunes un peu partout, les critères de sélection, comme le dit M. John. Mais au niveau de la CMU, il semble être plombé aujourd'hui par ces difficultés ou bien ces dettes énormes dans les hôpitaux. Oui, non. Les dettes au niveau des hôpitaux, je voulais en venir. Mais il y a toujours eu des dettes. Même avant qu'il n'y ait donc la couverture maladie universelle, il y a eu des dettes. Je pense que c'est extrêmement important. Ce qui est important, ce qui est important, c'est que quand il y a des dettes, que l'État puisse donc payer les dettes. C'est ça. Mais les dettes dans une structure médicale ou dans des structures, etc., ça a toujours existé. Et l'État maintenant va régler ces dettes-là. Vous voyez qu'on fait des efforts énormes pour régler ça. Les centres de santé sont fermées à cause de ces dettes-là.
Comment? Des centres de santé. Non, moi, j'en connais pas. J'en connais pas. Peut-être lui, il en a parlé, mais moi, j'en connais pas. À cause de la couverture maladie. Non, la couverture maladie universelle ne peut pas faire qu'un centre de santé puisse faire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je parle des dettes. C'est pas possible. Vous avez que c'est uniquement les enfants de 0 à 5 ans qui sont pris en charge. Mais une structure de santé ne reçoit pas uniquement des gens de 0 à 5 ans. Non, il faut aussi qu'on soit sérieux. Non, je pense que même les enfants de 0 à 7, c'est une petite frange des personnes qui fréquentent les structures de santé quand même. Donc on ne peut pas dire à partir de là que c'est parce que tout simplement c'est la couverture maladie universelle qui est la cause des difficultés de ces hôpitaux. C'est pas possible. Bon voilà, on va avancer. Les Sénégalais ont entendu de toute façon ce discours-là, ont retenu ce qu'ils ont voulu retenir. En tout cas, on verra d'ici là. Tout ce que je vous dis est vérifiable. On verra d'ici là, M. John. De toute façon, le président a promis. On verra maintenant la réplique des enseignants, des agents de santé, autres en tout cas trucs du Front social. Alors nous allons donc évoquer la situation politique nationale qui est prévue actuellement au Sénégal avec une tension due donc à ce système de parrainage qui doit être voté dans quelques semaines, dans quelques jours. L'opposition qui promet de toute façon de faire un 23 juin bis au niveau de la place Soweto, le jour du vote de cette loi qui impose le parrainage. Mais aussi, cette situation est tendue à cause aussi du verdict du maire de Dakar qui est condamné à 5 ans de prison ferme. Un de ses soutiens, notamment le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, est actuellement entre les mains de la justice. Alors tout cela, M. John, combiné, ça donne quand même une bombe à retardement. Oui, merci M. Diop. M. Agne est un enseignant. Quand on donne une note, je pense que c'est le président Pape Diop qui donnait une note de 8 sur 20 à Macky Sall après son discours. Monsieur Agne, vous êtes un enseignant. Si vous dites quelle est la capitale du Sénégal, un élève répond la capitale c'est Ouagadougou. Vous êtes une capitale, mais est-ce que c'est la question que vous avez posée? Vous allez lui donner quoi? Une mauvaise note, non? Parce que là, même s'il a dit quelque chose de vrai, c'est une capitale, mais ce n'est pas la capitale du Sénégal. Vous n'avez pas posé cette question. Il ne faut pas que dans l'approche qu'on a de la gouvernance de Macky Sall, qu'on essaie de dire qu'il a fait ceci. Ce n'est pas ça le problème. Il faut dire quel était le cahier de charge. En 2011, vous avez lutté pour dire que vous voulez une gouvernance sobre et vertueuse au Sénégal. Vous voulez une capacitation des institutions du Sénégal. Vous l'avez dit. Et vous avez combattu. Sandaga était à feu et à sang. Les tabliers de Sandaga étaient brûlés. Chaque fois qu'il les renouvelait, on les brûlait encore. Le Sénégal a souffert de votre demande d'une nouvelle gouvernance au Sénégal. On a brûlé des pneus. Jusqu'à présent, les stigmates de votre action, on les trouve au rond-point de Cambarel, au rond-point de Liberté 6. Partout, il y a ces stigmates de votre lutte pour une gouvernance meilleure au Sénégal. C'était ça votre cahier de charge. Maintenant, regardons ce qui se passe. Est-ce que ce pourquoi vous avez fait tuer une douzaine de personnes, ce pourquoi vous avez détruit l'économie du Sénégal pendant au moins 2 ans, parce que le Sénégal était bloqué. C'est pourquoi, quand je les entends dire, quand nous sommes arrivés, nous avions trouvé un taux de croissance de 1,7 ou 2. Mais c'était même une performance. Vu ce qui s'est passé en 2010, en 2011, un pays où il y a toujours des combats de rue. Et ce pays fait une croissance de 1,7%. Et vous vous glorifiez de ça. Tous les gens qui passent au niveau des plateaux de télévision disent que quand on est venu, il y avait 1,7%, etc. Mais qui est responsable de ça? Vous avez bloqué le pays, vous avez failli détruire ce pays pour dire que maintenant vous voulez une nouvelle gouvernance. Est-ce que quand vous êtes venu, il y a une nouvelle gouvernance? Tout ce qui était acquis en termes de liberté, en termes de médias, etc., vous voulez le fermer. La presse n'a plus la liberté qu'elle avait, les capacités de fonctionnement qu'elle avait. Parce que à cause de votre mode de fonctionnement, la RTS, on ne sait plus ce qu'elle est. Donc, en quoi les risques et les sacrifices? Pour en revenir encore à ce que le professeur Bathily a dit l'autre jour, il ne faut pas qu'on oublie les sacrifices. Il y a des gens qui sont morts
pour une nouvelle gouvernance au Sénégal. Aujourd'hui, personne ne peut manifester. Aujourd'hui, on instrumentalise la justice pour, soi-disant, avoir la roue libre pour avoir un deuxième mandat en 2019. Est-ce que c'est pour ça que les Sénégalais sont battus pour vous élire, pour vous mettre au niveau, dans la gouvernance du Sénégal? Est-ce que c'est ça? Les sacrifices, il ne faut pas les oublier, monsieur Agne. C'est pourquoi quand nous analysons ce qu'est Macky Sall, nous l'analysons en fonction du cahier de charges, en fonction de ce qu'il avait promis. Je vais faire 5 ans, il a fait 7 ans. Je vais élargir les libertés, il les a rétrécies. Je vais faire en sorte que la gouvernance soit sobre et vertueuse, elle est dispendieuse. Je vais faire en sorte que les partis politiques soient capacités. Les partis politiques ne signifient presque plus rien dans la gouvernance de Macky Sall. Merci. Voilà ce qui est la réalité. Merci. Et Barthélémy Diaz, Khalifa Sall ne sont que les derniers, comment dirais-je, malentendus de vraiment ce qu'a été la demande du peuple sénégalais et ce qu'avait promis Macky Sall. Barthélémy Diaz et Khalifa Sall ne sont que les derniers malentendus. Voilà, il y a un cocktail explosif au niveau du Sénégal actuellement avec les faits que vient de citer votre co-débatteur, notamment donc ce système de parrainage qu'on veut imposer aux partis politiques, donc récolter 60 000 signatures avant d'être pour tout candidat. Alors que c'était juste un système qui était là pour les candidats indépendants. Il y a aussi donc le verdict jugé trop sévère du maire de Dakar, 5 ans de prison ferme. Alors on en rajoute aujourd'hui avec l'arrestation du maire même au Sacré-Cœur. Alors tout cela, M. Agne, ça ne fait pas trop? Non, écoutez, M. Georges, ça ne fait pas trop. Et puis je ne pense pas qu'il y a... Emprisonné ne fait pas trop. Non, on n'en fait pas trop. Tout le comité directeur du PDS était emprisonné. Non, M. John, je pense que quand même vous avez dit tout à l'heure, et vous avez touché un point extrêmement important. Parce que vous avez dit que pour mesurer un peu la gouvernance de Macky Sall, il faut comparer cette gouvernance à ce qui était ici avant. Je pense que c'était votre gouvernance. Ce qu'il avait promis. Non, un cahier de charge. On juge quelqu'un à partir de son cahier de charge. Non, depuis le début du débat, vous dites non, depuis qu'on a commencé à débattre, c'est-à-dire vous faites des comparaisons entre ce que Laïwad avait fait et ce qu'il y a aujourd'hui pour dire que parce que nous n'avons rien fait. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que depuis que nous sommes ici, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous pensez que... et vous vous glorifiez d'un taux de croissance de 1,7%. Je pense que mais si, parce que vous avez dit que... Non, vous avez dit... Non, vous vous glorifiez. Non, il faut m'écouter, parce que c'est vous qui avez dit que le taux de croissance de 1,7%, c'était extraordinaire en son temps. Oui. Ça m'étonne. Par rapport à la C'est extraordinaire, un taux de croissance de 1,7%. Et vous vous glorifiez du taux de croissance de 1,7%. Je le répète. Maintenant, vous l'acceptez. Je le répète. Non, quand même. Je pense qu'il faut qu'on... Par rapport à la situation où un pays était presque bloqué. Écoutez, mais qui avait presque bloqué. Mais la question... La question, non, attendez. Qui avait bloqué ce pays? Vous. Non, mais là, c'est-à-dire que moi, ça me fait rire. Si vous écoutez, gouverne aujourd'hui. Écoutez, mais pourquoi on vous a sanctionné en 2012? Mais c'est ça. Mais c'est parce que le pays était bloqué et que vous n'avez rien fait. Et que vous n'avez pas répondu à la demande sociale. Vous savez bien que c'est pas ça pourquoi on nous a sanctionné. C'est pas ça. On nous a sanctionné à partir d'une gouvernance que vous avez installée. C'est parce que vous aviez une mauvaise gouvernance. C'est parce que la gouvernance était mauvaise. C'est parce que vous avez un taux de croissance de 1,7%. C'est parce qu'au niveau des droits et des libertés, mais rappelez-vous 24 chronos, des journalistes qu'on battait à gauche et à droite. Rappelez-vous, ah oui, 24 chronos, c'est avant-hier, on s'en rappelle. Rappelez-vous aussi au niveau de la gouvernance judiciaire. Au niveau de la gouvernance, mais les dérives qu'il y avait au niveau de la gouvernance judiciaire. C'était là. Je peux citer tout ça. Mais je peux par exemple donner, non, je donne l'exemple par exemple du Conseil constitutionnel au niveau des élections législatives de 2001, lorsque le président de la République a demandé aux juges du Conseil constitutionnel de s'expliquer sur la décision qu'il avait prise concernant les photos et les effigies sur la liste du PDS. Mais justement, on vous avait élu pour... Il y avait bien d'autres. Vous oubliez l'élimination du quart bloquant et les 25%, la vice-présidence que vous voulez imposer, les tripatouilles sur les constitutions, la gestion du foncier, les guadas.
l'accaparement des terres. Oui, donc je pense que poser une question. Je peux poser une question. Attendez, je dis tout cela, répondez à la question. Répondez à la question. Tout cela n'existe plus. Je pense que c'est extrêmement important. Et vous avez reconnu que nous avons un taux de croissance de 7% aujourd'hui, qui a été stable sur 3 années. J'ai dit ici que l'ANSD a publié un taux de croissance de 4,3%. Je ne l'ai pas reconnu. Et j'ai dit, parce que j'ai dit que c'est un taux et j'ai dit, vous pouvez avoir un taux de croissance de 7% sans avoir une bonne gouvernance. C'est pas possible. Michel, répondez à ma question. Michel, répondez à ma question. Alors, est-ce que... Oui, s'il vous plaît. Vous avez un problème. Oui, attendez, je veux poser une question. Les dictatures ont les taux de croissance les plus élevés du monde. Oui, monsieur John, s'il vous plaît. Les dictatures. La bonne gouvernance. S'il vous plaît, monsieur John. Je veux lui poser une question. Il y a taux de croissance, il y a bonne gouvernance. La bonne gouvernance et la démocratie. Oui, monsieur John. Les dictatures ont les taux de croissance les plus élevés. Les dictatures. Oui, monsieur John, alors, les dictatures ont les taux de croissance. Vous avez relevé tout à l'heure, vous avez dit que du temps de régime de Wade et tout ça, mais est-ce que les Sénégalais vous avez élus pour que tout cela change? Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit actuellement aussi, des gens emprisonnés à gauche et à droite, il vient de le dire, les comités directeurs du PNS a failli être décimés, en tout cas avec plusieurs arrestations, avec maintenant des marches qui sont réprimées, vous le savez, et ça vous le constatez. Ça, est-ce que, alors, vous avez parlé tout à l'heure de tripatouillage de la Constitution, ce qui avait amené d'ailleurs le 23 juin, mais là, certains préparent un autre 23 jours parce que tout simplement, il y a tripatouillage de la Constitution avec ses modifications. Mais il n'y a pas de tripatouillage de la Constitution, monsieur. En 2 ans, non, écoutez, il n'y a pas de tripatouillage de la Constitution. De 2016 à 2018, on va changer 2 fois la Constitution. Non, écoutez, mais ce n'est pas du tripatouillage. C'est-à-dire que c'est des réformes consolidantes. Quand on parle de tripatouillage de la Constitution, c'est comme il faisait, c'est-à-dire qu'il faisait des réformes déconsolidantes. Ça, c'est extrêmement important. Le professeur. J'ai dit. Donc, tu répètes le professeur, parce que le professeur l'a dit que c'est bon. C'est des réformes consolidantes. C'est des réformes consolidantes. Le titre de consolidant et de déconsolidant. Écoutez, ça rentre dans le cadre du renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Mais qui l'a décidé? C'est Ismaïla qui décide que c'est ça qui est bon et ça qui est mauvais. Vous le dites? Mais John, je vous ai laissé parler. Mais il faut laisser parler. Laissez-le parler. Non, je dis, ces réformes n'ont pas été décidées par Macky Sall. Elles ne sont pas consensuelles. Non, écoutez-moi, ce n'est pas une décision unilatérale. Il faut vous rappeler que lorsqu'on est parti des élections législatives, il y a eu des dysfonctionnements. Ils ont crié qu'il y a eu des dysfonctionnements. Ensuite, il y a eu des concertations qui ont été mises sur place. Avec qui? Et les gens ont fait... Mais vous... On les a appelés à la concertation, le PDS a refusé de siéger. L'opposition, une partie de l'opposition a siégé. Ceux qui ont trouvé que les concertations étaient nécessaires pour préparer les élections 2009 sont venus à la table. Et lorsque la commission de concertation a travaillé, parmi donc, les conclusions de ce travail, il y avait le système de parrainage. Les gens n'étaient pas tombés d'accord. Non, écoutez, ils n'étaient pas tombés d'accord. Il faut m'écouter. Ensuite, vous avez la parole. Les gens n'étaient pas tombés d'accord sur les modalités du parrainage. Et le règlement intérieur de ces concertations stipulait que s'il y a un point de désaccord, il faut le soumettre au président de la République qui arbitre. Donc, ne me dites pas que ça n'a pas été discuté. Donc, les points qui étaient soumis au président de la République, le président de la République a pris une décision. Donc, que le principe est maintenu, qu'il y aura évidemment donc, un parrainage. Est-ce que vous trouvez le parrainage démocratique? Mais extrêmement démocratique. Mais M. Georges, ce parrainage existait depuis 1993 pour les candidatures indépendantes. Pourquoi personne n'a jamais contesté cela? Mais c'est ça le problème. Mais ici, j'ai dit... À quoi serviraient désormais les partis politiques si maintenant... Non, j'ai dit là, le problème, c'est qu'il y avait une discrimination parce que c'était uniquement pour les candidatures indépendantes. Or, les candidats des partis politiques n'étaient pas parrainés. Aujourd'hui, on a tout simplement réglé un problème de la Constitution. C'est le principe de l'égalité. Tout le monde doit être égal. On a mis au même niveau, au même pied d'égalité tout le monde. Aussi bien que vous soyez maintenant candidat indépendant, que vous soyez candidat parti politique, vous êtes obligé d'aller chercher un parrainage. Ça, quand même, c'est un principe d'égalité. Je pense que cette discrimination a été réglée par le président de la République, a été corrigée donc par le président de la République. Donc c'est pourquoi j'ai dit, quand je vois maintenant les gens crier, alors que depuis 1993, cela existe, personne n'a jamais remis ça en cause, ça pose problème. Ça veut dire que tout simplement, il y a une manipulation politicienne qui est... Mais il faut préciser qu'il s'agit du parrainage des candidats indépendants. Des candidats indépendants. Mais c'est ce que j'ai dit. Vous dites que le parrainage existe depuis 1993, c'est le parrainage des candidats indépendants. C'est pourquoi j'ai dit, personne n'a jamais contesté cela. Et il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui demandaient à ce que ce parrainage soit élargi aux partis politiques. Il y a beaucoup de candidats qui le demandaient. Aujourd'hui, c'est fait et les gens se disent pourquoi on le fait. Ça pose problème. L'autre élément, pour parler de... Parce qu'il a parlé de la justice.
Je dis quand même, nous avons fait le président a fait d'énormes efforts dans la gouvernance judiciaire. Et ça, il faut le reconnaître. Je ne sais pas si vous le méconnaissez ou non. Parce que depuis qu'on est venu, en 2014, nous avons réformé le code de procédure pénale et le code de procédure civile. Aujourd'hui, nous avons des tribunaux de grande instance, nous avons des tribunaux d'instance qui ont remplacé les tribunaux départementaux. Aujourd'hui, la présence de l'avocat au premier jet de l'interprétation est devenue une réalité. Non, pas du tout. Si, c'est devenu une réalité. Non, c'est devenu une réalité. Donc, ça a été légiféré et ça a été... Pris dans les réformes, ça a été... Le cas de Khalifa. Si. Aujourd'hui, un citoyen qui est victime d'une erreur judiciaire a la possibilité de saisir la commission d'indemnisation. Vous avez subi une erreur judiciaire lorsque vous avez bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement, vous avez la possibilité d'être indemnisé. Mais ça, c'est sur notre régime qu'on a réglé. Aujourd'hui, il y a les maisons de justice. C'est une justice de proximité. Aujourd'hui, il y a les bureaux d'orientation et bien d'autres. En ce qui concerne l'indépendance, non, s'il vous plaît, l'indépendance. Non, je termine. En ce qui concerne l'indépendance de la magistrature, nous avons réformé le Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons réformé le statut des magistrats. Aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature était composé de 5 juges. Et aujourd'hui, lorsque le président de la République est arrivé, il a révolutionné le mode de nomination. Maintenant, on a ajouté 2 juges, 7 juges, dont 2 désignés par le président de l'Assemblée nationale. Quand un magistrat démissionne, quand un magistrat démissionne comme ça, parce qu'il estime que la magistrature a démissionné, ça fait pas mal? Non, c'est ce que j'ai dit, ce magistrat, peut-être qu'il a ses propres intentions. Je ne sais pas qu'est-ce qui le motive. Mais quand même, j'ai dit, ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il y a eu des réformes au niveau du Conseil supérieur de la magistrature pour assurer une plus grande indépendance de la justice. Pourquoi il ne l'a pas dit? Ce que je vous dis là, c'est des faits. Les juges constitutionnels aujourd'hui sont 7, dont 2 désignés par le président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le contrôle de fonctionnalité. Aujourd'hui, les lois organiques du temps du PDS n'étaient pas contrôlées. Mais aujourd'hui, c'est contrôlé par le Conseil constitutionnel avant même l'approbation du président de la République. Aujourd'hui, le juge ne l'a pas dit, mais aujourd'hui, l'exception d'inconstitutionnalité n'existait pas pour les citoyens, mais aujourd'hui ça existe au niveau de la cour d'appel. Et le statut des magistrats, c'est ce que le juge Dème a dit. Parce que tout le monde disait que la magistrature aujourd'hui n'est pas indépendante. Pourquoi? Parce que les magistrats, il y a la magistrature debout, la magistrature assise. La magistrature debout, c'est la magistrature qui dépend du... de l'intérieur. C'est les juges assis. C'est les juges. Et je pense que là, il y a beaucoup de gens qui font des confusions. Non, s'il vous plaît. Là, si, il y a deux types de magistrats. Les magistrats assis, c'est eux qui jugent. La magistrature, elle est une. Maintenant, il y a des magistrats debout et des magistrats assis. Les assis, c'est les juges. C'est ce que j'ai dit. Les debout, c'est les procureurs. C'est ce que j'ai dit maintenant. Dans le nouveau statut du magistrat qui a été voté depuis 2017, avec la loi 2017-10 du 22-23 du 17 janvier 2017, vous avez aujourd'hui, par exemple, parce que le problème fondamental de l'indépendance de la justice, c'était surtout l'inamovibilité des magistrats qui est garantie par la Constitution. C'est-à-dire un avocat ne peut pas être déplacé, un juge ne peut pas être déplacé. Est-ce que vous voyez? Par l'État ou par le gouvernement. Or, il y avait un abus. Il y avait un abus dans ce cas. Il y avait un abus dans ce cas. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, par le ministère des services publics, les gens utilisaient. Non, s'il vous plaît, je termine sur ce point. Je termine sur ce point. Il faut que je termine sur ce point. Aujourd'hui, par exemple, les nécessités des services publics est plus encadrées. Et encadrées parce qu'aujourd'hui, si un juge doit être déplacé, il y a l'intervention du Conseil supérieur de la magistrature qui regarde d'abord est-ce qu'il y a nécessité des services. Non, je termine ici. Ce magistrat, même s'il est déplacé, il ne peut pas être déplacé au-delà de 3 ans. De 3, ce magistrat, même lorsqu'il est déplacé à une autre fonction, il sera déplacé à une fonction de même niveau. Et de 3, les sanctions aujourd'hui, au niveau donc des magistrats, ces sanctions aujourd'hui, les magistrats aujourd'hui ont la possibilité de recours au niveau de la Cour suprême lorsqu'ils sont sanctionnés donc quelque part. Et c'est ce qui n'existait pas avant. Donc c'est pourquoi j'ai dit il y a des efforts qui ont été fournis. Vous avez dit tout à l'heure une chose, il faut que j'y réponde. Il a dit, quand on a dit que les indépendants... Les candidats indépendants. Mais notre constitution, la loi fondamentale, à l'époque, il cherchait la loi fondamentale dit quoi? Les partis politiques concourent à l'expression des suffrages. Monsieur Aïe, dis-moi dans notre constitution où on a dit que les indépendants concourent à l'expression des suffrages. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre constitution, c'est pas nous,
c'est notre constitution qui a décidé que le rang des partis politiques n'est pas le même que celui des indépendants. C'est notre constitution. Mais c'est une discrimination. C'est pourquoi je dis c'est une donc vous dites que notre constitution est discriminatoire. Mais le candidat indépendant, il concourt aussi à l'expression de suffrage. Vous avez dit c'est une discrimination qu'on est en train de régler. Vous avez écouté. Notre constitution, je pense qu'un président de la République gouverne selon la constitution. C'est ça que vous dites. Gouverne selon notre constitution a dit que les partis politiques concourent à l'expression des suffrages. Si vous dites, si quelque chose est prévu par la Constitution, on le prévoit pour un groupe de manière tacite ou de manière écrite, et on ne le prévoit pas pour d'autres, c'est une discrimination. Donc donner des bourses familiales à une partie de la population est une discrimination. Non, quand même. Non, attendez. Si vous dites chaque fois que vous faites quelque chose pour un groupe et vous ne faites pas pour l'autre groupe, même si c'est prévu par la Constitution, c'est une discrimination. Donner des bourses familiales à une partie de la population et laisser les autres est une discrimination et une faute politique. Mais tout ce il y a légalité à ce moment. Non, vous avez dit que tout doit être égal. Tout ce qu'on fait pour un groupe, il faut le faire pour un autre. C'est vous qui... Non, attendez. Soyons concrets. Mais vous faites une confusion. Vous avez dit que la Constitution du Sénégal, qui a dit que les partis politiques concourent à l'expression des suffrages, ne doivent pas bénéficier d'un statut particulier. C'est vous qui l'avez dit. Ils doivent être du même pied d'égalité. Parce qu'ils ont la même fonction. Oui, ils ne sont pas le principe d'égalité. Non, je termine. Donc, vu cela, M. Aïe, pourquoi donc je suis un citoyen, vous ne savez pas comment je suis, l'autre il l'est, vous l'êtes, etc. Par quels critères, selon notre constitution, vous dites que certains types de personnes doivent bénéficier de l'argent public? C'est vous qui l'avez dit, non? C'est que c'est la loi qui l'a décidé. Parce que je pense que les bourses familiales et autres ont été acceptées à partir d'un décret ou d'une loi. Donc on considère que c'est juste. Et ici, la constitution, la loi supérieure, dit que les partis politiques sont d'un niveau supérieur, vous dites que c'est une discrimination. Donc, vous avez dit que c'est une discrimination, alors que c'est la Constitution qui le dit. Personne ne l'a dit, ni une loi, c'est la loi supérieure. Voilà. Vous avez dit, je termine par là, monsieur Aïe, vous avez dit, vous savez, notre Constitution ou nos écrits ou nos lois, l'autre disait hier que véritablement la démocratie c'est quoi? C'est la pratique. Voilà. C'est la c'est bon, monsieur John. Monsieur John, c'est bon. C'est écrit que c'est pratiqué. Monsieur John, on n'a pas confiance en votre État pour pouvoir éplucher. Merci, monsieur John. Merci, monsieur John. Merci, monsieur John. Rapidement. Il fait une confusion. Parce que le principe d'égalité, quand il parle de bourse familiale, quand il parle de bourse familiale et qu'il compare les partis indépendants avec les partis politiques, il fait cette comparaison. Je pense que quand même, faites une confusion. Le principe d'égalité s'impose quand ceux qui bénéficient d'une bourse familiale, les critères qui sont posés pour bénéficier de bourse familiale, normalement, tout individu qui répond à ces critères doit en bénéficier. Voilà, merci. C'est la même chose. Voilà, il n'y a pas tout groupement qui répond aux critères de parti politique. On me signale que le temps qui était imparti est terminé. Donc, merci, monsieur John. Merci, monsieur John. Merci, monsieur John. Merci, monsieur John. Merci, à monsieur Tabouret. Oh, mais permettez-nous quand même de terminer. Permettez-nous de terminer, monsieur John. Il n'est nullement écrit dans la Constitution que les partis politiques sont supérieurs aux candidats. Monsieur John, permettez-nous de terminer. Il faut leur couper les micros. Alors, merci donc à monsieur Ngoude John. Je me rappelle qu'il est membre du Parti démocratique sénégalais, membre du comité directeur du PDS, membre aussi de la cellule de la Fédération des cadres libéraux et du secrétariat du PDS, membre responsable donc du PDS à Golfe Sud. Merci, monsieur John. Merci à vous, monsieur Tabouret Agne. Je rappelle qu'il est conseiller municipal à Pikine Est, donc président de la commission des finances et donc cadre donc de l'APR. Merci à l'équipe technique, Cheikh Diane Diop, Cheikh Diane Ndiaye. Excellent week-end à vous, chers téléspectateurs. Programme de Al TV.